Pour le début, je crois que c'est important de constater quand même qu'on ne peut pas parler vraiment de la démographie des professionnels de la santé et surtout démographie médicale sans aussi parler un peu de la crise parce que bien sûr les contraintes budgétaires qui sont là et ça serait naïf de penser que on peut continuer comme avant la crise. Je vais montrer que l'impact de la crise dans le secteur de la santé a été très différent dans les pays de l'OCDE et aussi ça a été très différent dans le secteur de la santé que dans les autres secteurs. Deuxièmement, et directement lié à la question de la démographie médicale, il y a la question, on a déjà entendu parler de ça ici, dans le contexte des déserts médicaux, de la répartition géographique de l'offre de soins. C'est reconnu comme un problème dans tous les pays de l'OCDE. Je veux peut-être allumer quelques sujets dans ce domaine. Alors, la crise. Qu'est-ce qui est différent de la santé, dans la santé que des autres secteurs? On voit que dans tous les pays de l'OCDE, aujourd'hui, il y a plus de docteurs et plus d'infirmières qu'avant la crise. C'est exactement le contraire de tous les autres secteurs. Les économies en général ont perdu de l'emploi et la santé a gagné. Ça veut dire qu'on a continué à embaucher dans le secteur de la santé partout. Ici, j'ai choisi juste 4 exemples, c'est des pays très différents, mais vous voyez bien que les tendances sont les mêmes. Il y a partout plus de médecins et des infirmières aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans. Par contre, ça ne veut pas dire que la crise n'a pas touché la santé. Surtout si on cible seulement les ressources humaines, on a vu que l'impact de la crise dans la plupart des pays qui ont vraiment connu une profonde récession était sur les salaires et les budgets pour la rémunération des professionnels de santé. Alors on a coupé les salaires, mais pas les emplois. Ça, c'est très très différent des autres secteurs où on a fait en fait l'inverse. C'est intéressant de regarder un peu derrière cette augmentation des effectifs pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation. Il y a en gros 3 sources. La première, c'est les jeunes diplômés. On voit qu'il y a 10 ans, 15 ans, que la plupart des pays de l'OCDE a augmenté les capacités ou re-augmenter la capacité d'éducation, surtout des médecins. Et aujourd'hui, on commence à voir, c'est différent dans des pays différents, mais on commence à voir qu'il y a une augmentation du nombre des jeunes diplômés en médecine qui entrent le marché du travail. Alors ça, c'est la première source. La deuxième source est bien plus compliquée, parce qu'en fait, je ne peux pas vous présenter les données parfaites. Je continue pour l'instant avec les capacités d'éducation. On voit qu'on a mené une enquête et demandé au gouvernement des pays membres de l'OCDE qu'est-ce qu'ils ont décidé récemment relative à la capacité d'éducation. On voit qu'environ 2/3 des pays ont encore augmenté leur capacité d'éducation. Ça veut dire qu'on pense qu'on va continuer à avoir une augmentation des nombres des diplômés. Bien sûr, la grande question, c'est est-ce que ça va être suffisant pour remplacer les sortants? Ça, on ne sait pas. Encore plus compliqué que cette question, c'est la question de la migration internationale. Il y a en ce moment pas des données qui peuvent vraiment montrer les mouvements, surtout des médecins, d'un pays à l'autre. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que les expériences des pays de l'OCDE sont très différentes avec la migration internationale, surtout des médecins. On voit qu'en fait, la France est un des pays avec très peu des médecins étrangers comparé à des autres pays de l'OCDE. Vous voyez bien que surtout les pays anglophones ont relié beaucoup sur l'importation des médecins étrangers ou qui ont été formés à l'étranger. Vous voyez que, par exemple, en Irlande, Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, il y a presque 1/3 des médecins qui ont été formés à l'étranger. Alors, la France, avec un peu des médecins étrangers, est bien loin des systèmes comme ça. Et enfin,
une troisième source qui a fait agrandir les effectifs médicaux, c'est en fait c'est le fait que de plus en plus on observe que des médecins continuent à exercer au-delà de 65 ans de l'âge. Et c'est important parce que souvent les projections de l'offre de main-d'œuvre médicale ont pris l'âge de 65 ans comme le point le point de départ en fait, le point où le médecin en moyenne arrête de travailler. Et ce n'est plus vraiment le cas, et on voit que ça a augmenté en fait le nombre de médecins dans le système. Et je crois qu'on va avoir l'occasion d'entendre un peu plus sur les chiffres français. Je crois que la France est un cas très intéressant parce qu'ici on observe cette tendance très fortement. Ça veut dire que on a un mélange de nouvelles entrants ou des facultés de médecine ou de l'étranger, et les médecins qui sont déjà dans le système, ils restent plus longtemps que prévu. Et ça a contribué à un profond changement des préférences politiques auprès de notre pays membre. Parce qu'on voit qu'il y a 5 ans qu'on a commencé de travailler sur le projet de politique relative aux ressources humaines de la santé. Et la plus grande question là, c'était comment est-ce qu'on peut éviter une pénurie générale des professionnels de santé. Ce n'est plus la question pertinente pour les pays membres. Maintenant, on parle des questions de, je dirais, second ordre. Ça veut dire la distribution de l'offre médicale. Ça, c'est la question la plus pertinente pour notre pays membre. Tous les pays de l'OCDE ont un problème avec ça. Et c'est devenu vraiment la première question qui fait un peu peur, en fait, au ministère des Santé. Ce qu'on voit ici, c'est la densité médicale par habitant dans des régions différentes, dans les pays différents de l'OCDE. Vous voyez bien que partout, il y a des différences. Ça veut dire que dans tous les pays de l'OCDE, il y a des régions qui sont mieux dotées et qui sont moins bien dotées avec des médecins. Ce qui est nouveau, c'est que la politique dit très clairement que ça devient un problème. Ça a vraiment changé. Et on nous a demandé de trouver un peu des politiques différentes dans des pays différents de l'OCDE pour répondre à la question quoi faire dans une situation comme ça. Et à mon avis, c'est toujours bien de commencer avec la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on observe telle différence? Et on voit que en fait, un facteur très important, c'est les différences entre les zones ou les régions rurales et les régions urbaines. Et on voit que c'est très commun d'avoir une densité médicale bien plus élevée dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Ce n'est pas une grande surprise, c'est la même chose ici en France. Mais je veux bien mentionner le Japon, qui est juste là. Où vous voyez que la densité médicale, c'est très pareil dans les villes et dans la campagne. Mais quand même, ils ont un problème avec l'accès aux soins. Et pourquoi? Parce que dans les zones rurales, la population est beaucoup plus dispersée. Ça veut dire que la distance du patient au médecin est plus élevée et plus compliquée que dans des villes. Et ça veut dire que même dans une situation où on a une densité similaire, on peut quand même avoir des problèmes d'accès aux soins. Et on observe qu'il y a un autre facteur très intéressant, c'est qu'il y a une grande différence entre les générations des médecins. On voit que les médecins les plus jeunes ne veulent plus s'installer dans les régions surtout rurales. Et c'est là où cette question ici est très directement liée à la question de la démographie médicale, parce que ce qu'on voit, c'est que dans les zones peu attractives, surtout rurales, il y a vraiment plus de médecins qui approchent l'âge de retraite ou sont déjà au-delà de l'âge de retraite. Et il y a peut-être pas dans l'ensemble des médecins dans un pays un problème de remplacement, mais il y a bien sûr un problème de remplacement dans des zones très spécifiques qui sont peu attractives dans les régions rurales. Et c'est là où il faut vraiment trouver des solutions. Ce qui est intéressant, c'est que les raisons des jeunes médecins par lesquels ils préfèrent
pratiquer en ville ou ne pas pratiquer dans des zones rurales sont un peu pareils dans tous les pays. On trouve au premier point, déjà, bien, le fait qu'il y aura toujours des régions peu attractives, ça veut dire économiquement, elles ne sont pas attractives. Il y a un manque d'infrastructures de transport, il y a peut-être un manque d'opportunités scolaires pour les enfants des médecins, il manque aussi les opportunités de carrière pour les partenaires des médecins. C'est une question très intéressante aussi. Et ça veut dire quand même que la médecine ou la domaine de la politique de la médecine, ce n'est pas vraiment la domaine qui peut changer l'attractivité générale d'une région. Alors ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Je crois que si on parle de la répartition géographique et des problèmes démographiques là, on ne peut pas ignorer un débat où il faut aussi avoir un débat sur le développement régional. Parce qu'on ne peut pas isoler le domaine de la santé d'un débat plus profond sur le développement économique et régional, surtout dans les régions rurales. Deuxièmement, bien sûr, l'organisation des soins joue un grand rôle. J'ai déjà eu quelques conversations sur ce sujet et je vous donne seulement un petit exemple qui est très différent de la France. En Finlande, un médecin est un salarié municipal, comme un professeur ou comme un policier. Ça veut dire pour trouver un poste, on postule où il y a un poste ouvert. Si on est pris, c'est là où on va exercer son métier. Mais c'est juste une organisation de soins complètement différente au modèle de médecin libéral qu'on trouve surtout ici en France. Et ça veut dire que bien sûr, le modèle d'organisation de soins peut avoir une grande influence sur la répartition géographique aussi. Bien sûr, les questions de revenus sont aussi importantes, mais pas tellement. On trouve souvent dans les sondages que c'est surtout les questions de qualité de vie et des conditions de travail qui sont plus importantes que les questions de salaire, de revenus pour les jeunes médecins qui ne veulent pas s'installer en campagne. Et enfin, il y a deux autres raisons qu'on entend souvent, c'est des questions du prestige professionnel, où on trouve qu'il semble d'avoir un compromis à faire entre avoir une spécialité prestigieuse qui est souvent pratiquée dans un hôpital, un grand hôpital en ville, ou d'être un médecin en campagne. Il semble que ce n'est pas très attractif. Et enfin, dernièrement, et très intéressant aussi, le facteur le plus important qui détermine le choix de lieu d'exercice, c'est en fait l'origine d'un médecin. Ça veut dire un jeune médecin qui vient d'une région rurale est beaucoup plus probable d'exercer son métier dans une région rurale une fois diplômé que quelqu'un qui est originaire d'une grande ville. C'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la politique. Et j'approche les 20 minutes. Pour terminer, je veux présenter juste 4 domaines qu'on observe comme, je dirais, champ d'action des pays de l'OCDE relative à la question de améliorer la répartition géographique des médecins ou en fait travailler avec la situation comme elle est. Et on observe qu'il y a des possibilités tout au long de la carrière professionnelle d'un médecin. Il y a des possibilités d'intervention politique à des moments différents. Et ça commence avec l'éducation médicale déjà. Bien sûr, on peut utiliser le fait que l'origine est importante, un important déterminant du choix de lieu d'exercice. Et on peut sélectionner des étudiants avec une origine rurale, plutôt ou faciliter l'accès à l'éducation médicale. Et c'est fait, par exemple, au Canada, en Australie, Norvège, Japon, avec beaucoup de succès. Une autre option, c'est de créer des facultés de médecine spécialisées dans l'éducation des médecins ruraux. Et bien sûr, il y a aussi l'autre option de décentraliser l'éducation et surtout la spécialisation. Ça veut dire de sortir surtout les spécialisations, enfin la spécialisation en médecine générale, le plus possible de l'hôpital et de le bouger plutôt dans l'ambulatoire. Ça veut dire que les jeunes médecins apprennent d'un médecin
qui est déjà installé dans une région rurale, dans son cabinet. Mais le problème avec les interventions dans le domaine de l'éducation médicale, c'est que si on change quelque chose aujourd'hui, ça va prendre 10 ans pour avoir un impact. Ça veut dire que c'est un levier potentiellement très fort et très intéressant, mais ce n'est pas une option à court terme. Alors si on regarde le court terme, ça devient un peu moins confortable pour vous. À court terme, qu'est-ce qui est très efficace? C'est la régulation. Je sais que c'est un sujet très émouvant ici en France, mais dans les autres pays, ce qu'on observe, il y a grosso modo deux manières d'utiliser des régulations pour inciter le choix de lieu d'exercice. C'est d'un côté législation ou de facto législation, on appelle ça peut être des régulations secondaires, qui par exemple font une combinaison ou qui lient le conventionnement au lieu d'installation. Ça veut dire c'est peut-être beaucoup plus facile ou possible d'accéder au système de remboursement d'une assurance maladie si on s'installe dans une certaine région que dans une autre région. C'est pratiqué très strictement au Danemark, où c'est aussi très efficace. En Allemagne, on a un système pareil, dans des autres pays aussi. En Allemagne, il y a un problème, ça ne marche pas très bien parce qu'il y a en fait des autres opportunités de business dans le privé pour les médecins. Mais il y a quand même des pays qui essayent de réguler le choix de lieu d'exercice en fonction de l'accès au système de remboursement ou à l'assurance maladie. L'autre option, souvent liée à l'immigration, c'est des contrats de retour de service. Ça veut dire qu'on offre à quelqu'un qui a complété son éducation initiale en médecine à l'étranger de se spécialiser dans le pays en échange de quelques années de service dans une zone mal desservie après la spécialisation est terminée. Enfin, il y a aussi les incitations financières, ça c'est déjà peut-être un peu moins choquant. On trouve qu'il y a aussi deux manières, il y a des subventions ponctuelles, par exemple une subvention pour ouvrir un cabinet dans une certaine ville. C'est fait beaucoup en Allemagne de l'Est, où il y a un véritable problème avec ça. Il y a des programmes qui donnent entre 50 000 et 100 000 euros à un médecin pour pouvoir s'installer. Et bien sûr, il y a aussi les questions de payer un bonus lié à la rémunération. Ça peut être une tarification différente, peut-être une tarification un peu plus élevée pour le même acte si le service est prêté dans une zone mal desservie. Ou ça peut être des bonus qui sont payés, par exemple, pour des médecins qui approchent l'âge de retraite pour continuer dans leur lieu d'exercice. Et enfin, ça c'est vraiment les options qu'on a à court terme. Le problème, c'est évidemment, quand on parle encore de la crise, il y a des contraintes budgétaires. Moi, personnellement, je ne considère pas les incitations financières comme un levier très effectif. On observe que ça existe un peu partout, de manière différente, et il semble que c'est nécessaire pour équilibrer un peu les mauvaises conditions de travail dans certaines régions, mais ça ne marche pas vraiment comme instrument de recrutement. Aussi, dans une situation d'austérité, je crois que c'est naïf de penser que la solution va être dans ce domaine. Il y a aussi la question, bien sûr, de la réorganisation des soins. Ça, c'est politiquement un peu difficile parce que au début de cette stratégie, de ce dernier champ d'action, c'est de constater qu'il y aura toujours des régions avec moins de médecins par habitant que des autres. Et il faut faire sans ou avec moins. Alors il faut trouver des nouvelles formes d'organisation. J'ai regardé un peu dans les trains ici la stratégie nationale de la santé pour voir qu'est-ce que je peux trouver dedans. Et il y a bien sûr l'idée de continuer d'augmenter le nombre de pratiques en groupe, les maisons de santé. C'est exactement ça. C'est de se demander comment est-ce qu'on peut organiser les soins pour attirer un peu plus ou plus facilement les médecins. Mais
Bien sûr, ça touche très rapidement à des sujets très compliqués. Par exemple, le rôle des autres professionnels de santé. Quel est le rôle des infirmières dans des structures nouvelles qu'on développe dans des régions qui sont mal desservies, par exemple. On voit que dans des pays où il y a vraiment des grandes différences dans l'offre médicale, on trouve souvent qu'en fait, une grande partie des tâches, surtout dans le soin de premier recours, est partagée entre les infirmières et les médecins. Et bien enfin, on peut aussi cibler les processus. Le classique, c'est la télémédecine, mais là aussi, je dirais que c'est difficile d'imaginer une solution, une grande solution qui coûte très cher de télémédecine qui va changer tout. On a déjà parlé avec les problèmes d'implémentation de technologies dans la pratique médicale, vraiment. J'aime bien l'exemple qu'on a entendu avant avec le téléphone. Le téléphone existe il y a 150 ans et franchement... ça ne marche pas très bien comme méthode de contact entre le patient et le médecin. Alors, je dirais que la tâche aussi pour vous, comme syndicat médical, c'est de développer des idées de comment faire, quoi faire, sur quel champ d'action dans un temps où on a une forte contrainte budgétaire et en même temps une pression temporelle. Parce que, bien sûr, un médecin peut continuer à exercer au-delà de 65 ans, mais pas pour toujours. Alors, je vais vous laisser avec cette question. Et si vous vous intéressez pour un peu plus de profondeur et beaucoup plus des exemples, on va publier un livre qui s'appelle Panorama de la santé 2013, le 21 novembre, qui contient tous les données qu'on a sur les systèmes de santé différents, ainsi qu'une étude sur les politiques relatives à les inégalités géographiques. Merci bien. Merci.